Et enfin, notre chère Flavie nous donnera son analyse sur un film qui est sorti récemment avec à la tête d'affiche Jean Dujardin dans les années 30. Je me demande de quel film il s'agit. Bah, j'en parlais tout à l'heure. Donc, je pense qu'on va pouvoir commencer par notre chère petite guerre au Moyen et Proche-Orient entre l'oncle Sam, Téhéran, avec une petite intervention libanaise au passage pour foutre en l'air une bonne partie du patrimoine mondial de l'humanité, et une occupation digne de celle entre 82 et 2000 de nos amis israéliens sur les terres libanaises. Flavie, qu'en pensez-vous? Tu parles spécifiquement de l'incursion sur les terres libanaises, là? Oui. J'étais en train d'écrire un truc en même temps, ça va pas, donc je me déconcentre. Oui, bah écoute, oui, alors bon, on commence par le Liban, oui, pourquoi pas. C'est vrai que cette guerre, elle confuse, si je peux utiliser cette mauvaise utilisation du verbe, tout le monde. Juste peut-être, avant de parler du Liban, juste faire une petite entrée en matière sur la guerre. C'est vrai que, bon, déjà, Trump avait c'était parti de ses promesses de mandat, promesses de campagne, et c'était une des plus grandes promesses, et plus jamais d'ingérence, néoconservateur c'est fini, moi je suis America First. Donc déjà c'est quand même assez gênant d'avoir une trahison majeure de promesses de campagne. Et puis après, sur l'Iran, quelles sont les réelles raisons? Alors on va un peu les énumérer. Est-ce qu'il serait les raisons officielles, les raisons officieuses, les raisons cachées? Ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on est un petit peu partagé, puisqu'on a beaucoup vu sur des plateaux, sur des réseaux sociaux, des Iraniens qui depuis des années, se plaignent de la situation là-bas, en termes de droits de l'homme et spécifiquement de droits des femmes. Et donc, on a plutôt envie de voir la fin d'un régime islamiste, là en l'occurrence chiite, d'une vraie théocratie, là en l'occurrence chiite, donc avec un clergé d'ailleurs, une organisation, là je la connais pas très bien, mais une organisation de mollahs qui pour le coup a une hiérarchie et un clergé, ce qui n'est pas le cas du monde sunnite, mais en tout cas qui met le pays en coupe réglée depuis 1980. Et nous, on a beaucoup d'intellectuels iraniens en Europe et en France. Alors, on écoute, on a des réalisateurs, on a le fameux Afghar Pajani, tout d'un coup, je me dis que je ne me souviens pas bien de son nom de famille. Donc, on a une proximité avec cette diaspora iranienne. Voilà, donc mais malheureusement, en fait, ce qui est clair, c'est que c'est pas pour eux que Trump fait cette guerre. Et qui risque d'être encore les dindons de la farce. Alors pour revenir au Liban, avant de développer le sujet des raisons de la guerre, oui, en tout cas, une des raisons, enfin un des acteurs principaux de cette guerre, puisqu'on est sur les États-Unis, mais bien sûr il y a Israël, et qu'un des intérêts majeurs, que c'est une guerre en tout cas d'intérêt pour Israël spécifiquement dans la région pour en effet étendre je dirais pas sa domination, mais en tout cas son terrain d'influence. Et on se demande aussi, ça si c'était pas prévu, ce que souhaite Israël depuis très longtemps, c'est s'ingérer en terre libanaise, sachant que oui, en effet, le Hezbollah est présent au sud Liban, sud de Beyrouth, sud Liban, tient un peu aussi vers la plaine de la Bekaa, mais en tout cas, le vrai terrain voilà, c'est le sud-Liban, donc ça justifie des tirs israéliens sans fin, et puis aussi les tirs de l'autre côté, de la part du Hezbollah vers Israël. Mais il y a aussi le fait qu'Israël lorgne vers le fleuve Litanie depuis très longtemps, qui est un fleuve d'approvisionnement d'eau très important au sud Liban, et pour plein de raisons, en tout cas, Israël souhaite grignoter ce terrain-là. Ils ont mis à feu plusieurs villages de ces dernières semaines. Il y a un prêtre qui est mort, c'est des villages chiites, mais il y a aussi des présences chrétiennes par là. Et il y a un prêtre qui est mort, bon, voilà, très moyen. Après, le Liban et les élites libanaises ont frayé aussi avec les élites du Hezbollah depuis très longtemps, notamment les chrétiens.
Donc tout le monde a sa part de responsabilité. Voilà, je te laisse peut-être ajouter un peu. On va dire que concrètement, alors après ça vaut ce que ça vaut, hein. À titre personnel, comme d'habitude, j'ai essayé de fouiller dans les données, les rapports diplomatiques, les déclarations officielles. Le problème, c'est que quand vous avez la même personne qui, en 2-3 jours, se contredit 5 ou 6 fois sur le même sujet pourtant, bah, ça devient un peu compliqué. Twitter étant une poubelle à info et contre-info, bon, c'est pas du tout ma tasse de thé. Alors j'ai fait quelque chose que je fais quasiment jamais. J'ai demandé à des Iraniens que j'ai à proximité et qui m'ont à peu près tous dit la même chose, c'est que concrètement, ils sont assez distants de ça parce qu'il y a une espèce de pesanteur qui traîne depuis des années. Alors je vous parle de Libanais qui ont entre 18 et 25 ans. C'est une espèce de pesanteur lourde, comme quoi tout le monde sait que le régime n'est pas fonctionnel, que l'ouverture aux capitaux occidentaux se passerait bien. Contrairement à ce qui peut être admis, il y a quand même une grosse tolérance là-bas sur les questions relatives au gender, pour faire simple, parce que du Je sais point de pas vue du compris, chi, excuse-moi de t'interrompre. L'ouverture aux capitaux occidentaux se passe très bien ou non, ce que tu as dit? pour eux, ce Mmh. qu'ils m'ont dit, après c'est pas une échelle, je dis j'ai interrogé 3 personnes, donc c'est pas représentatif, mais ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que concrètement, ils voient pas d'un mauvais œil le fait que le pays s'ouvre aux capitaux étrangers et surtout occidentaux. C'est peut-être Ils un des voient pas. problèmes, une des raisons de la guerre d'ailleurs, du fait que le pays refuse de s'ouvrir à l'intégration financière occidentale. Est-ce que ça peut être une des raisons? Puisqu'on va les Aucune énumérer. idée. Raisons éventuelles. Et ce serait une des raisons plus cachées. Bon, j'en sais rien. Ça peut être aussi parce que, bon, en général, les guerres les guerres sont économiques avant tout, on le sait. Mmh. Donc il y a le sujet du Ensuite, pétrole qui est le sujet récurrent, mais il y a le sujet financier et puis il y a le sujet. Attendez, il y avait un troisième sujet. Je te laisse parler. géopolitique. Je vais revenir. Non, mais bon, j'ai un flou tout à coup. Non, mais c'est-à-dire que le premier point qu'ils m'ont dit, c'était par rapport d'un intérêt purement économique. En fait, une bonne majorité des Iraniens seraient favorables à la fin des sanctions américaines et à l'ouverture aux capitaux occidentaux. C'est quelque chose qu'ils m'ont appris et que j'ai trouvé absolument lunaire, c'est qu'en Iran, il y a un trafic de Coca-Cola. C'est pour vous dire que quand on vous présente l'Iran comme une espèce de forteresse Non, opaque, pas pour les jeunes générations qui souhaitent s'ouvrir. voilà. Il y a un Et le trafic. fait est, c'est Oui, que alors excuse-moi, je t'interromps juste pour que je puisse, parce que je me suis moi-même emmêlée. C'est oui, une autre raison que je voulais évoquer. Alors, on pourra peut-être plus tard. C'est le lobby des armes américain, et qui fait qu'il y a un intérêt à ce que aux guerres et à ce que les guerres durent. Donc, on ira peut-être sur ces 3 axes. Plus. mais bon, là, je Excuse-moi vous de sors. t'avoir interrompu. Il n'y a aucun problème, c'était juste que je vous donne le point de vue qu'ils m'ont donné. C'est-à-dire que de un, le régime, tout le monde sait que ce truc-là ne fonctionne pas, est corrompu, que c'est un régime vieillissant, qu'en plus le principe est idiot, c'est-à-dire qu'ils ont dans des secteurs de pointe, ils ont plus de femmes que d'hommes. Enfin, au niveau des formations, pareil, vous avez d'énormes soucis au niveau de la création d'entreprises, du libre commerce, etc. Vous avez un bac chiche qui est à peu près. Alors ces mots-là, eux, sont très riches, hein, visiblement, et en plus, Oui, des richesses qui et en ne plus, reposent en Occident, d'ailleurs, hein. et en plus de ça, le fait est, c'est que c'est connu par absolument tous les Iraniens que dès que vous êtes un mollah d'un certain grade, ben c'est simple, vous avez des capitaux aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, et tutti quanti. Bon. Par contre, concernant les événements actuels, moi, c'est la chose que, au moins, ils savent, c'est que, alors, je vous parle quand même d'une jeunesse iranienne diplômée, c'est ce que j'avais sous la main, donc j'ai fait avec, qui m'ont quand même expliqué que en Iran, tout le monde sait que la télé et les informations gouvernementales, ben, niveau fiabilité, on fait mieux. Donc, ils sont très distants par rapport à ça et tendanciellement, je pense qu'on a plutôt affaire à une population qui va rester relativement passive, tout en soulignant quand même que l'Iran n'est pas un monolithe perse. Vous avez des Kurdes, vous avez des minorités turques, vous avez des Azéris, vous avez des... J'allais prononcer le nom, mais je vais sans doute l'écorcher, donc je ne vais pas le faire. Mais voilà, je ne parle même pas d'un point de vue
de Les représentation au balouches. Parlement, parce que voilà, les balouches, merci. Et vous avez aussi une représentation des Juifs au Parlement. Donc en fait, on est très loin de cette espèce d'énorme entité perse. On est sur quelque chose de plus complexe. Mais bon, le régime, de ce qu'ils m'ont dit, tout le monde sait que c'est plutôt la fin, que c'est quelque chose qui est une vieillerie Ouais, c'est la théocratique. fin, mais ça se terminerait comment? Parce que quand même en janvier, on rappelle Non, il n'y a pas que de... les mollahs et le gouvernement a massacré littéralement la population. Oui, mais il n'y a pas de... Comment dirais-je? Vous savez, c'était de ce qu'ils m'ont expliqué, c'était vraiment cette ambiance de régime finissant, c'est-à-dire on en est à donner des coups de trick sur les citoyens, alors qu'on sait très bien qu'ils ne respectent pas les lois, que le taux de pratique religieuse se casse la gueule. Enfin bref, c'est un peu un sketch. Et de l'autre côté, vous avez les États-Unis. Bon, on a l'option numéro 1, c'est-à-dire Trump a besoin d'un truc pour planquer ses possibles liens avec l'affaire Epstein et reprendre le manche sur l'actualité. Point numéro 2, le complexe militaro-industriel. Et pour ceux qui nous traiteront de conspirationnistes ou de je ne sais quoi d'autre, allez voir le président Eisenhower, il saura vous en parler suffisamment. D'accord. Ouais, Et bon, bien quand sûr. vous savez que les États-Unis, on a fait une précédente vidéo dans laquelle j'ai donné les chiffres exacts du complexe militaro-industriel, du budget de la défense, etc. Les États-Unis, c'est plus de 50% des dépenses militaires mondiales. Donc, on peut dire que oui, c'est disproportionné. Et en matière de production, il y a une surfacturation des produits qui sont commandés au Pentagone. Donc, le complexe militaro-industriel, c'est une réalité. Enfin, dernier point, ça a été abordé par certains observateurs, et je m'excuse avant tout de ne pas pouvoir les citer parce que, encore une fois, hormis Marco Rubio, les autres ont des noms de WASP terminaux, donc je suis infoutu de vous les ressortir et je ne les ai pas notés. Mais l'idée étant que c'est l'empire du mal, blablabla. Hillary Clinton vous fait un énorme speech pour dire que Donald Trump est le meilleur être humain de l'humanité Ah et bon? de toute la galaxie depuis qu'il a voulu bombarder l'Iran. Bon, Ouais, voilà. Tout d'un coup, il est devenu un mec bien depuis qu'il fait des guerres, des guerres néocons. C'est marrant. bref, C'est intéressant. enfin, syndrome Depuis de qu'il fait la guerre, Stockholm, je il est pense. un homme bien. Mais c'est vrai Donc, que c'est assez étonnant qu'il aille sur cette ligne-là. Quelles sont les pressions qu'il a eues de la part du lobby des armes, de la part d'Israël et de son gendre? On rappelle que sa fille est mariée à Jared Kushner, qui est quand même très investi dans les intérêts israéliens. Donc tout ça, nous, à notre niveau, on ne peut pas du tout savoir quelles sont les pressions les plus fortes qui s'exercent sur lui. Et puis c'est quand même, il faut rappeler que Trump est un deal maker, c'est un homme d'affaires. Je suis pas sûre que ce soit un grand géopoliticien. Donc forcément, il reçoit des influences diverses et variées. Et puis comme à un moment, il a besoin d'y aller, il a besoin de faire son deal. Bon, il y va, pas avec la plus grande finesse. Donc, ensuite, un point qui, ma foi, est revenu assez souvent, c'est le fait qu'on soit une année de midterms, le fait qu'il ait fait sauter Maduro en 4 heures, montre en main, qui, je pense, c'était une opération après coup où ils ont expliqué qu'ils ont attendu des mois parce que la météo n'était pas suffisamment bonne, que ça a été fait très vite, que c'était très propre. Surtout que c'était très drôle parce que 3 jours avant, Maduro disait ouais, venez me chercher. Bon, encore un qui aurait mieux fait de la fermer. Non, mais c'est la vidéo est à mourir de rire. Hein. Il est comme ça en vous faisant vous allez voir, je vais battre le grand Satan. Venez me chercher si vous voulez vous battre. Bon, 3 jours plus tard, tu étais dans un hélicoptère avec une cagoule sur la tête et un pyjama de petit gros. Bon, voilà. Donc pour l'Iran, c'est parti en opération. Je suis en campagne électorale et je vais tenter le diable en essayant de refaire une opération one shot qui n'a pas marché. Et le problème étant, c'est que là, d'aveux publics des ministres iraniens, ils ont déjà prévu 4 remplaçants pour chaque poste. Mais vu qu'ils sachent. Et ça, à chaque fois, je me dis, mais c'est pas possible. On peut pas être aussi peu renseigné quand on fait une guerre contre un empire millénaire, comme on n'est pas, je sais pas, dans un petit pays, on n'est pas. C'est pas, on s'attaque pas à l'Iran comme on s'attaquerait, là, je veux pas citer de pays, bon, même au Venezuela, par exemple. Au Liechtenstein. Et là, je comprends pas. En effet, à chaque fois qu'on tue un mollah, ils en repoussent. Ils doivent le savoir. Ils devaient le savoir. Que ça sert ils peuvent pas sans arrêt arracher
arracher les champignons, alors que la racine fait que ça repousse tout le temps. Enfin, je fais une image qui est un petit peu. Le fait est, c'est Je que comprends pas que ce soit aussi peu préparé. peut-être que c'était un défaut d'information, mais d'un autre côté, quand on regarde les assassinats ciblés, alors je précise, hein, quand on vous dit frappe stratégique, c'est un bombardement, donc le niveau de ciblage est un peu large quand même. Mais pour faire simple, ils ont quand même éliminé le premier Mola, bon, le guide suprême. Le deuxième guide suprême, son fils, a pas l'air dans un super état parce qu'il a été affiché nulle part, donc soit il en avait pris une bonne cartouche par la gueule et ils essayent de le maintenir en vie, soit il a été pris d'une furieuse envie de je me planque pour éviter de me faire tuer, avoir le mandat le plus court de l'histoire. Donc ça, et puis quand vous regardez les cadres du Hezbollah, ils se sont fait dézinguer à la chaîne. Vous regardez les cadres des gardiens de la Révolution qui se sont aussi fait rétamer à un niveau industriel. Le numéro 2, en fait, après le Mollah, Oui. après Khamenei, il y a Ali Larijani, qui était un des hommes les plus puissants du pays, je crois, qui a été éliminé avec son fils, alors qu'il rendait visite à sa fille. On ne peut pas dire que ce soit... Oui. Alors ensuite, vous avez eu des images. Alors là, je vous dis, hein, c'est pas Conspi TV, c'est pas non plus. Excuse-moi, je te réinterromps encore. Mais cet homme-là était loin d'être. C'était un homme assez très très cultivé, je crois, plutôt connaisseur de l'Occident. Enfin, c'était peut-être un des hommes avec qui il était le plus facile, en tout cas le plus possible de discuter. Donc tout ça, c'est vraiment du travail. On a l'impression qu'on tue un moustique avec 3 marteaux. Enfin, c'est. Bah, le problème étant, c'est que vu que d'un côté, il y a le facteur pétrole, de l'autre, il y a le facteur des midterms, et de trois, il y a peut-être le facteur que sur certains points, ils étaient très informés, sur d'autres un peu moins. Je vous donnerai un exemple assez simple. Vous avez dans le détroit d'Ormuz l'île de Karg. Alors bon, je suis désolé, je pense peut-être mal, mais c'est une île où en fait, littéralement, il y a 90% du pétrole iranien qui circule. Il y a Trump qui avait menacé, je crois que c'était il y a une semaine, de bombarder cette île et de la rayer de la carte, ce qui aurait complètement tué l'économie d'exportation iranienne. Le souci étant, c'est que l'Inde, ayant des intérêts économiques avec le pétrole iranien, et si le pétrole mondial monte au-dessus d'un certain taux, ça va se retomber sur le portefeuille des ménages américains. Donc Trump risque d'être mal barré pour les élections de midterms, ce qui fait que, encore une fois, je pense qu'on est sur un rapport multifactoriel. Et enfin, et j'en terminerai là pour ce qui est de l'Iran, pour ceux qui diront que, par exemple, c'est anormal qu'il s'en soit pris, qu'il ait réattaqué le Liban après le contre-feu du Hezbollah, il faut comprendre un truc. Alors là, je vais me cacher le Liban, c'est pas Trump qui attaque le Liban. Oui, mais c'est Israël qui attaque le Liban, enfin bref. Leur espèce de petite coalition sympathique pour faire une expédition de scouts au Moyen-Orient. Le problème étant, c'est que ceux qui diront oui, c'est illégal, blablabla, légitime résistance à l'oppression. Alors bon, je vous renverrai vers la résolution de l'ONU, d'accord, qui a été rendue concernant la décolonisation. Elle précise un truc, c'est que vous ne devez pas vous en prendre à des civils, d'accord. Si vous en prenez à des civils, vous n'êtes plus couvert par cette résolution. Donc le Hamas n'est pas couvert, le Hezbollah n'est pas couvert, d'accord. Deuxièmement, je vais encore me cacher derrière l'Institut du droit international, d'accord, qui est une organisation totalement officielle, qui est composée de juristes internationaux et qui a fait une précision en disant que un État qui planque sur son sol des terroristes, c'est moyennement sympathique. Donc, entre ça et le fait que c'est, je crois, la deuxième année consécutive que le Premier ministre libanais dit que le Hezbollah, il commence à en avoir jusque-là, parce que même au Liban, vous avez le taux de soutien de la population au Hezbollah qui s'est cassé la gueule. Je crois qu'ils sont Ils étaient censés les désarmer, et en effet, ça s'est pas vraiment fait. Alors, pour être honnête, moi je plains les pauvres personnes qui doivent se prendre des missiles à droite et à gauche, mais concrètement, vous éliminez le Hezbollah, je pense que les Libanais vont déjà un peu plus avoir la paix, et deuxièmement que vous allez avoir un peu moins de votes à l'extrême droite en Israël, ce qui fait que je pense que tout le monde pourra se détendre un petit peu et vivre sa vie pépère dans les transats. Concernant l'Iran, encore une fois, bon, le droit à l'ingérence, c'est une connerie, d'accord. Moi, je suis favorable à la non-ingérence totale dans ces pays-là. Ils font ce qu'ils veulent chez eux, tant qu'ils ne viennent pas bip sur mes pompes. Le problème étant, c'est que dans la situation présente, les États-Unis sont foutus dans une merde noire, Trump a les midterms qui arrivent, et il va être potentiellement foutu de perdre face à un parti démocrate qui
et aux fraises et n'a aucune proposition à donner. Donc la suite au prochain épisode, mais en attendant, pour être un peu provoquant, shalom. Oui, alors on parlera aussi, je sais pas, tu as quelque chose à dire sur ce qui est pétrodollar, tout ce qui est monnaie, justement, et les contrats qui sont signés en yuan de plus en plus? C'est-à-dire que j'ai vu passer ça, je crois que c'était hier ou ce matin, que l'Iran avait accepté de passer des contrats en pétrole en yuan et que ça s'était développé avec 2 autres pays. Encore une fois, je sais que le dollar, c'est quelque chose de phénoménal pour les États-Unis pour avoir des rentrées d'argent, mais il faut quand même comprendre que les États, d'accord, sont souverains, donc ils ont le droit d'échanger leur matière dans les devises qu'ils acceptent. Et je pense pas que ce soit non plus, comment dirais-je, une horreur pour toute l'humanité qu'on commence un petit peu à diversifier les monnaies d'échange à l'international. Ça me paraît pas non plus totalement déconnant. Et puis, bon, si les États-Unis n'avaient pas voulu perdre ce privilège exorbitant du dollar, comme l'appelle, j'oublie son nom, je crois que c'était Norman, non, c'était Norman Palma, les pétrodollars, c'est simple, peut-être qu'il fallait éviter de foutre en l'air la Libye, foutre en l'air l'Irak, foutre en l'air la Syrie, foutre en l'air l'Iran, financer des terroristes en Afghanistan, et au passage, foutre un beau merdier sur le reste de la planète. Mais encore une fois, oui. On notera Vas-y, pardon, ça finit. Voilà. Je précise encore une fois que, par contre, je ne vous fais pas une apologie tiers-mondiste à 2 balles, je vous dis simplement que ça aurait peut-être été plus rentable de faire des accords avec ces pays-là, mais pour ceux qui ont vu le film Vice avec Dick Cheney, vous comprendrez que les lobbies du pétrole sur George W. Bush, quand ils ont eu un prétexte pour défoncer la gueule de Saddam Hussein et s'accaparer les puits de pétrole, ne se sont pas gênés. Le problème, c'est qu'une fois que vous avez fait ça, vous avez eu Daesh. Donc, comme dirait l'autre, chacun sa merde. Alors, ce que je voulais dire justement, oui, c'est que les États-Unis ont toujours instrumentalisé les islamistes en jouant énormément avec le feu, et ils sont autant instrumentalisés au Moyen-Orient que aussi on pourrait peut-être aussi se poser la question de comment on les instrumentalise en Europe. C'est un autre sujet, et aussi comment les Américains ont suggéré aussi qu'on pouvait les instrumentaliser en Europe, et puis les anglo-saxons de façon générale. Sur l'Iran, on rappellera que l'enjeu du pétrole est tel qu'il a fallu avoir, en effet, les Américains sont toujours arrangés que à la tête de l'Iran, il y ait des personnes qui soient à leur botte, ce qui a été le cas du Shah, ce qui n'était pas le cas du grand-père du Shah, ce qui a été le cas du Shah, qui était très très pro-américain, ce qui n'a pas été le cas de Mossadegh, renversé. Et puis après, le Shah n'étant plus suffisamment servile en termes d'accords d'exploitation et de commercialisation du pétrole, on le remplace par des islamistes. Alors après, quel est exactement le rapport entre les États-Unis et les islamistes et les mollahs aujourd'hui sur la question du pétrole? En tout cas, il y a aussi peut-être la question d'empêcher, il y a toujours la question chinoise pour les Américains. Donc, est-ce que les Chinois vivent beaucoup du pétrole iranien, puisqu'ils sont alliés aujourd'hui? Est-ce que c'est un enjeu aussi? Encore une fois, pour là-dessus, actuellement, encore une fois, je dis, j'ai pas les statistiques sous le nez, mais l'Iran est parfaitement intégré aux nouvelles routes de la soie. Et deuxièmement, vu que la Chine est un pays qui est en permanence en recherche de ressources énergétiques pour garantir sa croissance, ça me paraîtrait pas étonnant que il me semble qu'ils ont déjà des contrats, en fait, c'est des contrats à coût fixe avec la Chine, mais je connais pas les proportions ni les montants pour l'économie chinoise. De réflexion, pour l'instant, on n'a pas tout on n'a pas eu le travail, on n'a pas eu le temps de faire toutes les investigations, mais enfin, ce sont des pistes. Mais par rapport à ça, je tiens juste à poser ça là pour les quelques personnes que ça a intéressé. Alors, je vais vous laisser donner le nom de l'ayatollah, voilà. Je suis arrivé à le dire du premier coup, Khomeini, qui en fait avait été hébergé en France et il avait eu une superbe déclaration, parce que ça, tout est public, vous pouvez aller chercher. Ses principales inspirations, c'était Frantz Fanon, les décolonialistes, etc. Alors, bon, je vous la fais très courte. Son plan, c'était... Avec beaucoup de mépris, il avait beaucoup de mépris pour ces intellectuels-là, je crois. Mais il faut rappeler que les Perses sont plutôt racistes et ont beaucoup de mépris aussi pour
pour les Arabes de façon générale. Mais bon, pour vous expliquer, alors je vous grossis le trait, donc s'il vous plaît, ne tombez pas dessus. Le plan était relativement simple, c'est qu'ils disaient bon, le seul truc qui intéresse les Arabes, c'est les Palestiniens, donc on va faire semblant d'être de leur côté. On va commencer par financer un peu l'OLP, puis après on va financer le Hamas. Oui, mais le Hezbollah aussi c'est bien, donc voilà. Ce qui fait que vous doublez ça avec un anticolonialisme à 2 francs, vous récupérez les Arabes pour être le chef du monde islamique, et puis au final, tout le monde se fait cocufier et les Iraniens sont contents parce que on se sert de gentils petits gauchistes pour faire le coup d'État, on les égorge, puis après on fait une politique internationale des colonialistes absolument débile, simplement en apparence, pour se mettre tout le monde dans la poche. Ouais. Chapeau. On connaît le scénario, mais visiblement, il y en a qui malgré le fait qu'on vit depuis des décennies, que ça se répète, il y en a qui l'ont toujours pas compris chez nous, par exemple. Alors, je rappelle juste que d'ici très peu de temps, Trump doit obtenir l'aval du Congrès pour poursuivre la guerre aussi. Je sais pas, tu voulais ajouter aussi une dernière chose. Et une dernière chose, bon, ça c'est mes goûts personnels, mais si jamais ça vous intéresse, je vous conseille de taper, vous allez sur des sites de mode, des sites de magazines de mode assez anciens des années 60, 70. Vous avez des couvertures de magazines, et même des magazines accessibles en ligne, en PDF, de la presse de la mode iranienne. On va dire que, bon, les gens qui diraient oui, mais vous comprenez, c'était une société qui était très rigoriste en matière de mœurs. Honnêtement, pas dans les 70, non, c'était en mini. Voilà. Et en plus, ceux qui diront que le Shah occidentalisait le pays, c'était pas exactement vrai. C'est que oui, il y avait l'apport de modernité économique. Le problème, c'est qu'il a abandonné le calendrier islamique pour le calendrier impérial et pas pour le calendrier à l'occidental. Encore une fois, on n'est pas sur un bête conflit avec si les sionistes, si les islamistes ou si les Américains. Je pense que ça dépasse largement nos compétences en matière d'analyse. Et le Shah aussi avait un petit peu peut-être un mépris du peuple et qu'il avait le peuple musulman, il l'a quand même vraiment mis de côté et c'est vrai que il avait déjà il s'est fait autoproclamer roi puis empereur. Donc il y avait une modernisation, il a aussi favorisé l'alphabétisation, mais c'était quand même aussi en même temps des provocations contre les religieux et un État assez policier avec la fameuse SAVAK, qui était la police, la police d'État, largement formée par la CIA d'ailleurs. Et petit point qui pourrait en amuser certains, c'est que le taux d'alphabétisation et d'études supérieures des filles, qui avait été promu sous l'époque du Shah, en fait, a fait un bond au niveau de la République islamique. Mais bon, je pense que là-dessus, on aura fait le tour du sujet parce qu'on n'a pas plus d'informations que ça. Je remercie Flavie d'avoir autant travaillé parce que de mon côté, c'était beaucoup plus maigre, mais je crois que la régie a quelque chose à nous dire. Oui, sur l'évolution de la société iranienne sur la fin du règne du Shah, on était surtout sur une émancipation, on va dire, des femmes calquée, on va dire, sur le modèle occidental, même si on n'était pas encore arrivé au niveau occidental. Et ça a été l'une des raisons, du moins c'est ce qui est dit en général comme l'une des raisons de la révolution islamique, c'est le ralliement des mères aux religieux qui ne voulaient pas voir justement leurs filles, entre de très grosses guillemets, se balader en short et à l'occidental, pour être assez grossier. Donc on a fait une évolution en matière de mœurs, même s'il ne faut pas oublier que bon, le régime du Shah, comme ça a été dit, c'était une dictature policière. Oui, mais là, tu veux dire que les mères, tout d'un coup, avaient envie, peut-être se retourner vers les mollahs. Les mères religieuses. Oui, voilà. Enfin bon, ça aussi. Oui, est-ce que c'est peut-être une des raisons, mais est-ce que c'est vraiment une raison L'une des raisons. C'est ce qui est dit en général comme étant l'une des raisons. Après, est-ce que c'est vrai ou pas? J'ai jamais entendu ça, justement. Bon, je pense pour terminer, juste parce qu'on arrive, on va parler de la France maintenant et des municipales. Je voulais juste soulever le fait que Marine Le Pen suggère que l'État, avec la hausse des prix du pétrole, que l'État en profite pour se remplir ses caisses, puisqu'ils ne savent pas quoi inventer, puisque la hausse des taxes est au pourcentage de la hausse du prix, et qu'il n'y a pas de coup de pouce de la part de l'État pour baisser les taxes. Donc c'est l'éternel... Je pense que c'est un sujet qui revient régulièrement, mais c'est vrai qu'ils ont peut-être intérêt à la hausse des prix. Alors, pour ceux que ça intéresse, peut-être que pour la prochaine émission, je vous retrouverai son nom.
Vous tapez économie française, Sciences Po Paris et Sorbonne, une fiscalité procyclique, où vous avez un professeur d'université qui vous explique les défauts majeurs de la fiscalité française de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'en fait, l'économie française, quand il y a de la croissance, on fait du cash. Quand l'économie décroît ou ralentit, ça crache encore plus. C'est-à-dire qu'en fait, on accroît les phénomènes, ce qui fait que matériellement, on est une économie qui est basée sur la consommation et non pas sur des rentrées fixes et prévisibles d'argent, ce qui fait que, bien entendu, je ne pense pas que demain la veille, vous entendiez parler de taxes flottantes sur les prix du carburant. Voilà, voilà. Et bon, vu qu'on est retourné en France, ma chère Flavie, on va pouvoir parler de quelque chose de fantastique. Alors bon, à tous ceux qui nous suivent, vous avez participé au municipal. À tous ceux qui nous suivent, vous avez apprécié les municipales. Et nous pouvons dire ce soir que le département ayant le taux de participation le plus élevé, le département du Cantal. Voilà. Comme d'habitude. Parle-nous du Cantal. Il n'y a que toi qui en parle bien. Non, mais c'est surtout que j'avais envie de dire, pour une fois, être premier pour autre chose que la pauvreté, c'est bien. Donc, mesdames et messieurs, les élections municipales, cette année, avaient 2-3 modalités supplémentaires. Premièrement, les listes devaient alterner candidats hommes et femmes. Et deuxièmement, pour les communes de plus de 3500 habitants, la prime n'était plus de 50% de l'Assemblée, mais de 25%. Donc ça faisait craindre des cohabitations et j'en passais des meilleurs. Je n'ai pas vérifié l'état des chambres, mais sur ce coup-là, j'ai fouillé et le ministère de l'Intérieur n'a toujours pas réformé son site internet. Donc, je ne sais plus si c'est Gérald Darmanin ou quel autre pignouf qui s'occupe du site, mais s'il vous plaît, faites venir un codeur, parce que là, c'est plus possible, j'en ai marre. Donc, et il demande la parité totale sur les listes, là? Oui, en fait, ça doit être un homme, une femme, un homme, une femme. 50-50. En plus, pour vous dire, c'est que là où ça a gueulé par chez nous, c'était parce qu'on ne pouvait plus rayer les noms sur les listes, le panachage, tout ça, tout ça. Et les listes étaient bloquées, l'alternance homme-femme était obligatoire, et on a eu quelques petites surprises que je vais vous révéler à l'instant. Donc, pour faire simple, en France, on va vous la faire à grande ligne, on a 35 000 communes. Sur ces 35 000 communes, vous aviez 68% des communes, c'est-à-dire 23 000 communes, qui n'avaient qu'une seule liste. C'est-à-dire les gens civilisés qui comprennent que ces élections-là sont faites pour de la gestion locale et qu'on n'est pas là pour se batailler comme des chiffonniers pour des questions de politique internationale et de questions sociétales. Merci. Ensuite, vous avez 32 000 communes qui ont eu leur maire élu dès le premier tour, qui sont aussi des gens civilisés. Et après, vous avez eu le reste. C'est-à-dire que vous avez 68 communes où il n'y a pas eu de candidat. Donc, je vous explique simplement. Dans les communes où vous n'avez pas de candidat, pas de liste, enfin rien, on applique l'article L21-21-35 du Code général des collectivités territoriales. Le préfet gère la commune et prévoit l'organisation d'une nouvelle élection. Donc, dans ce cas-là, j'espère que ces communes pourront avoir des maires. Sinon, on risque d'aller vers des problèmes structurants, c'est-à-dire une gestion préfectorale sur du long terme, voire des fusions avec d'autres communes, enfin j'en passais des meilleurs. Ensuite, on a eu une petite information, c'était que 50% des maires ne se représentent pas à cause, je cite, des conflits avec l'administration, des pressions budgétaires, des incivilités et des violences à l'encontre de leur personne. Alors, dans violence, on va de injures jusqu'à vous essayer de vous écraser avec la voiture. Voilà. C'est sympathique, preuve d'un pays civilisé avec une population en très bon état. Les pratiques de par chez toi ne sont pas la norme, Bastien. Non, je parle là de ces échelles françaises, monsieur. Ah oui, parce qu'il y a eu des insultes, là, je ne sais plus, un maire qui a été... Oui, enfin, des types qui ont tabassé un pauvre maire qui leur disait d'arrêter de rouler comme des tarés sur des terrains communaux, enfin bref. Ensuite, vous avez eu une évolution au niveau de la participation. Et oui, Jamy, la participation, c'est important, à part que vu que nous ne sommes pas des crétins, nous n'allons pas prendre la participation de 2020 parce que, si vous vous en souvenez, on était sous Covid et pour une bonne partie des gens, on ne pouvait pas aller voter. Donc, 2014, on était à 63,55% de participation à l'échelle nationale. En 2026, on est tombé à 57,10%. Voilà. Donc,
bientôt l'étoile américaine pour la participation. Je vais continuer là-dedans. Donc, on va arriver dans des statistiques un peu moins sympathiques. Je vais vous donner un exemple très simple. Je vous prends les communes de Saint-Denis et Roubaix, juste histoire qu'on se fasse une petite idée. À Saint-Denis, il y a 40% de participation. D'accord ? À Roubaix, il y a 37% de participation. D'accord ? Alors, j'ai vu que le maire s'est fait élire avec 10% de la population, car la majeure partie étrangère ne peut pas voter. Voilà. Donc, il y a 10% de... Oui. Ensuite, les analyses par rapport aux résultats électoraux. La France insoumise, en fait, en général, fait 12% dans les endroits où elle se présente. Le problème, c'est que ces 12%, et ça a été développé par l'étude, ne sont pas vraiment 12% parce que souvent, c'est soit des listes d'alliances, soit des listes complémentaires, soit des listes de cliquets, soit des listes étiquetées LFI, mais avec des candidats de gauche. Enfin bref, je vous en passer des meilleurs, sans compter les maires écolos qui se sont recyclés. Donc au final, on est plus sur un parti qui est décrit comme un parti d'appui, plutôt comme une force centrifuge. Ensuite, au niveau de la gauche, de manière générale, l'étude précise qu'on est face à des résultats en U, c'est-à-dire qu'on a une forte participation des précaires pour la gauche et en même temps une forte participation des patrimoines aisés et des CSP+. Alors, à préciser que l'élection de 2026 pour les municipales a surtout vu une surreprésentation des gens aisés et des personnes âgées. Ensuite, pour le RN, on a eu une surmobilisation des classes moyennes et du périurbain, mais même si c'est surtout un électorat qui se caractérise par une forte abstention, même au second tour, et ça a été durant les oppositions entre un candidat RN et un candidat centriste que le RN a fait ses meilleurs résultats, pour information. Ensuite, je vous sors un rapport de Ipsos Sénat de 2014 sur le RN. Alors, je n'ai pas des données plus récentes parce que, comme dirait l'autre, les rapports, il faut les actualiser, ça demande de travailler. Mais donc, concrètement, au niveau des chômeurs, c'était 40% de vote RN, au niveau des ouvriers, 57%, et au niveau des revenus inférieurs à 1 250 €, on était à 38%. Chose à noter, c'est que je parle de 2024, donc d'une élection législative. Alors, prenez ça avec des pincettes. J'aurais une question, Bastien. Oui. Sur ces statistiques, les pourcentages exprimés sont sur la part de ces populations qui votent et pas la population totale. Ouais, oui. Voilà. Ensuite, je vous donne le ratio en fait chômeurs et s'étant prononcé pour les municipales. 40% des chômeurs se sont prononcés pour le RN et 37% pour la gauche. Alors, la gauche, ça va de Philippe Potou jusqu'à Olivier Faure. Donc, je vous expliquerai plus tard parce que le ministère de l'Intérieur, ils vont m'entendre ce coup-ci. Donc, on a eu aussi un signe à peu près habituel. Les principaux abstentionnistes, c'est les jeunes et les gens qui sont pas plus politisés que ça. D'accord ? Je m'intéresse à la politique quand il y a des élections ou j'ai pas d'opinion, mais j'y vais parce que c'est pour ma commune. Voilà. Ensuite, histoire de jeter une petite crotte de nez, on va quand même souligner que le journal Marianne a confirmé l'enquête du journal Frontières sur les réseaux de narcotrafiquants, qu'on a eu des petites vidéos dans lesquelles des gens affirmaient avoir récupéré des cartes d'identité de grand-mère et leur avoir fait signer des procurations pour aller voter à leur place, et des communes dans lesquelles l'élu de Creil, il me semble, le nouveau maire, a parlé en pakistanais et a dit « Ouais, mais on a fait voter les Pakistanais pour nous. » Voilà. Bon, a parlé en mélange de anglais et de pakistanais, comment voilà. Un truc incompréhensible. Ouais, alors, en pachtoun, du coup. C'est énorme. Oui, voilà, en pachtoun. Mais bon, simplement pour vous dire que concrètement, c'est quoi, comment ils appelaient ça, la Nouvelle-France. La Nouvelle-France. Je pense que ça va être un peu compliqué de ne pas dire que c'est une coalition entre immigrés ayant obtenu la nationalité française et donc le droit de vote, les jeunes paumés de centre-ville. Mais bon, après, on va dire que Zemmour et le remplacement, ça n'existe pas, pour dire que ça existe 2 ans plus tard. Bon, bref. Non, mais immigrés, ça ne veut pas dire grand-chose. Là, ce n'est pas immigrés, c'est des immigrés qui ont la volonté de reconfigurer là d'où ils viennent sur le territoire français. Donc, c'est une immigration particulière. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, hein, mais là, quand on entend les Pakistanais, c'est magnifique. Donc, ensuite,
Je vais vous faire une petite analyse catégorie de communes par catégorie de communes entre 2008 et 2026. Est-ce que vous êtes prêts? Moi non plus. Donc, entre 2008 et 2016, 2008 et 2026, pour les communes de plus de 100 000 habitants. Alors, pour vous expliquer, la gauche, en 2008, représentait 62% de ces communes. Aujourd'hui, elle représente 50%. En 2008, les LR, et entre 2008 et 2026, les LR se font généralement remplacer par des divers droites. Alors, je vous explique que c'est un divers droite. C'est un type qui n'est pas un LR, qui est soit à l'UDI, soit à l'UDR, soit un indépendant, soit un affilié, soit un parti centre-droit, enfin bref, ce genre de choses. Alors, à noter que sur ces villes de plus de 100 000 habitants, la gauche s'est aussi fait bouffer par le centre. C'est-à-dire qu'en fait, les voix que la gauche a perdues, c'est le centre qui les a récupérées. Ensuite, sur les communes entre 30 000 à 100 000 habitants, la droite, entre 2008 et 2026, est passée de 42 à 50%, la gauche de 58 à 30%, et le centre a mangé sur les divers droites. Voilà. Ensuite, pour les communes entre 10 000 et... Excuse-moi, quand tu dis le centre a mangé sur les divers droites, c'est bien quoi? C'est-à-dire qu'en fait, le centre, Horizon, je ne sais plus si ça s'appelle encore l'UDI, a bouffé sur la gauche, en fait, s'ils ont récupéré leurs électeurs. Ensuite, sur les villes entre 10 et 30 000 habitants, la gauche est passée de 50% à 30%, la droite est passée de 50 à 55%, et le centre a gagné entre 10 et 15% sur la gauche. C'est-à-dire qu'en fait, elle lui a pris 10 à 15% des voix. Ensuite, pour les villes de moins de 10 000 habitants, c'est là où ça devient encore plus drôle, c'est que la droite est passée de 50 à 40%, la gauche de 50 à 20%, et le centre a gagné 20%, et les indépendants ont gagné 20%. C'est-à-dire que vous avez une multiplication des maires locaux. C'est-à-dire des maires qui ne sont pas affiliés, qui sont juste des élus de villes de moins de 10 000 habitants, qui ne sont pas rattachés à un parti politique. Ensuite, sur les résultats globaux sur les communes. Alors là, ça va en surprendre plus d'un. On va prendre la France Insoumise, stricto sensus, hein. La liste, toutes les listes rattachées France Insoumise, dont certaines étaient des listes écolo redéguisées, d'autres étaient des listes, enfin bref, vous comprenez un petit peu le problème. Ça représente 0,21% des communes, la LFI, sur les 35 000. Et ils en sont à 593 communes, et ils en ont gagné 547 par rapport à la dernière fois. Alors, à préciser quand même, c'est pas forcément les meilleures communes qu'ils ont récupérées, et c'était souvent dans des mouchoirs de poche, donc le cocorico pour plus tard. Les LR. Les LR, c'est très marrant parce que les LR se sont totalement fait bouffer par les divers droites. C'est-à-dire que les LR baissent, les divers droites récupèrent des mairies, et au total, ça représente 37% des communes. Vous prenez l'union de la gauche. Alors, union de la gauche, notion assez compliquée. Ça va de certains qui peuvent être de LFI, des écolos qui auraient changé de camp, ou des écolos qui seraient allés dans une union, certains de lutte ouvrière qui auraient participé à une union, certaines personnes du divers gauche ou certaines personnes du PS qui participeraient à une coalition. C'est la catégorie fourre-tout. Cette catégorie-là a fait 4,33% des communes, c'est-à-dire 5700 communes. Par rapport à la dernière fois, elle en a gagné 1514. Alors, pour préciser, les communes qu'elle a récupérées, ça correspond quasiment à l'identique aux communes qu'ont perdu les écolos. C'est-à-dire qu'on est revenu au statut de 2014 par rapport à 2020 où il y avait une percée des Verts. Autre point important, le Parti socialiste. Le Parti socialiste, il a 1,25% des communes de France, c'est-à-dire à peu près 1200 communes, et il en a perdu 1300 par rapport à 2020. Voilà. Enfin, si vous prenez le Parti communiste, il a perdu 900 communes, ce qui sont des communes qu'a récupéré LFI. Donc vous comprenez que ce n'est pas des gains, c'est plutôt des échanges entre les différents courants de gauche. Et enfin, dernier point qui est assez intéressant, parce que là, je vous garantis que ça a été à se taper la tête contre les murs, vous avez une distinction entre Rassemblement national, extrême droite, union de l'extrême droite. Alors, si vous regroupez tout ça,
ça vous fait à peu près 5,9% des communes de France. Alors, juste pour préciser, je n'ai pas compris l'intérêt de faire une différence entre extrême droite, union de l'extrême droite et Rassemblement national, vu qu'on nous dit que c'est tous l'extrême droite. Mais bon, je dois être trop bête pour pouvoir comprendre, mais voilà l'idée. Ensuite, dans la revue Potin, parce que oui, j'ai aussi creusé 2-3 potins, entre les vieux bastions communistes qui étaient tenus par des vieux maires ou des vieilles mères qui étaient blanches, et pas que pour les cheveux, elles se sont souvent fait battre, ou ils se sont souvent fait battre par cette nouvelle France de LFI, et ces types-là se sont souvent fait brutaliser suite aux résultats et ont dû être escortés par la police. Je vais vous sortir aussi quelque chose de très marrant, c'est qu'à Saint-Denis, le maire en question, suite au jugement en appel, on s'est rendu compte qu'une députée PS qui avait été menacée et violentée par un individu était un proche et ami du maire. Voilà, voilà. Donc, je pense que là-dessus, niveau taquinerie, je dois être pas mal. Donc, pour faire une conclusion concise, je dirais simplement que ces municipales ne représentent en rien une évolution notoire d'un camp politique au niveau local, parce que c'est des élections municipales. Le fait est, c'est que tous les partis ont voulu défendre le minimum, c'est-à-dire qu'on parle de sécurité, de caméras, d'hygiène et compagnie. Par contre, dès que vous aviez un débat télé, c'était des trucs absolument lunaires. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'était des élections municipales, on a essayé de les politiser comme un enjeu national, ça n'a pas marché. Donc tous les partis peuvent dire qu'ils ont gagné. Tous les partis peuvent dire que, regardez, le RN, il a gagné au total 1 million d'habitants. Enfin bref, c'est du cinéma. La seule chose qui est importante à retenir, c'est que le niveau de participation se casse la gueule. On se rapproche dangereusement des taux de participation américains. Et qu'en plus de ça, le système concernant les listes fermées avec non-panachage a fait que ça a posé énormément de problèmes aux petites communes. Petit point qui est anecdotique cette fois-ci. La ville de Clermont-Ferrand, qui était à gauche depuis 1902, parce que vous ne me ferez pas avaler les modérés sous la Troisième République étaient de droite, est passé à droite. Voilà. Peut-être expliquer brièvement ce qu'est le panachage. Tout le monde ne sait peut-être pas. Alors, je vous la fais très simple. Vous avez une liste de candidats pour votre mairie. Vous pouvez rayer et rajouter des noms. Je donne un exemple très simple. Vous avez une liste de 11 candidats. Je n'ai pas envie de voir la tête de Tartampion, mais je rajoute le nom de Flavie. Donc Flavie sera... Après, quand on dépiote comment tu peux prendre en compte tous ces trucs-là? Non, c'est pas un casse-tête, c'est juste que vous faites ça dans les petites communes. Parce que c'est un petit monde, le fait c'est que tout le monde se connaît, et en plus, ça permet d'éliminer les gens sur les listes qui sont des pets de burnes, mais qui se sont mis sur des listes où ils sont sûrs d'être élus. Voilà. Bon, je vais passer les détails, mais bon. Petite chose intéressante, Tulle, qui était la circonscription de François Hollande, est passé à droite. Aurillac, qui était à gauche depuis 50 ans, est passé à droite. Clermont-Ferrand est passé à droite. Et la ville de Nîmes est passée Parti communiste français, pour ceux que ça pourrait intéresser. Je vous sortirai aussi la ville de Carpentras, qui est également passée au Front National. Et dans l'ensemble... Bordeaux n'est plus écolo. Voilà. Au centre, hein, ça reste centre. Bon. Et à Lyon, on a eu un appel face au résultat. Voilà, enfin... Oui. De ce que j'ai vu... Ça va pas aller loin. Ça n'a pas l'air d'être un vrai appel. On va attendre de voir. Mais simplement pour vous dire qu'il n'y a pas de grande théorie ou de grande ligne à sortir de ces élections, parce que c'est des élections municipales, c'est des élections de proximité. Et concrètement... Non, moi je pense qu'il y a quand même... je suis pas d'accord, je pense qu'il y a quand même des choses à tirer tout ça. Je t'ai interrompu ou... Ouais, en fait. Oui, non, mais allez-y. Non, j'avais envie de parler de deux villes, peut-être un peu emblématiques, justement, sur le vote. Alors, de Paris, et puis de Romans-sur-Isère. Donc, deux villes très différentes. Paris fait partie de PLM, hein, Paris, Lyon, Marseille, les trois grandes villes. Ce qu'on peut quand même constater, c'est qu'à Lyon et à Marseille, c'était assez serré. Marseille, pour une ville qui a quand même une population qui vient de l'autre côté de la Méditerranée très importante, quand même la droite a fait un pas mauvais score. Alors comme je suis toujours pas assez rigoureuse, je n'ai pas les chiffres en face de moi, mais c'était un petit peu serré comme un moment. Bon, c'est Payan qui a été réélu. Ok, je trouve que c'est un type qui dégage un truc assez épouvantable. Mais je pense que est-ce que la droite a monté à Marseille?
J'en appelle peut-être un de vous deux pour me préciser si la droite... Je vais vous dire ça tout de suite. Et après, Lyon, c'était aussi assez serré avec un candidat pourtant de centre-droit qui était quand même loin d'être folichon, très âgé, qui a fait une très mauvaise campagne. Alors, pour Marseille, le RN a gagné 15 points rien qu'au premier tour, hein, par rapport à sa dernière performance. La droite diverse a perdu 28 points et la LFI, elle, en a gagné 11. Ah oui, la droite, divers droite a perdu. Au premier tour. Et ultimement, le RN a perdu à 40% contre 54%. Oui, mais c'est quand même énorme, car RN à 40%. Non ? Oui. Donc voilà. Et à Lyon aussi, c'est une victoire mi-figue mi-raisin pour Doucet. On ne peut pas dire que... Alors, là-dessus, ce qui est compliqué, c'est que quand vous regardez sur l'agglomération de Lyon, il y a quand même beaucoup de coins où ça a voté largement à droite pour les mairies d'arrondissement. Donc, encore une fois, je dis tout le temps ça, mais même si le maire, en soi, je vous dis comme à Roubaix, etc., il va largement être limité par la communauté de communes de Lille. Hein. C'est la grande victoire de la gauche, c'est bien sûr, c'est Roubaix et Lille. Hein, je crois que... Non, c'est Roubaix et Saint-Denis. Saint-Denis, bien sûr. Mais Lille aussi. Lille, la gauche gagne aussi assez majoritairement. Mais alors, moi, j'arrivais à Paris là-dessus, qui est, pour le coup, la grande ville, la capitale, où quand même la gauche, là, pour le coup, tient encore le haut du pavé, et où la droite s'est vautrée, lamentablement. C'est vrai que les 10 points d'écart au premier tour entre Dati et Grégoire a été une surprise. Et on attendait un second tour assez serré, c'était les rumeurs, alors qu'en fait, pas du tout. D'ailleurs, on a mis beaucoup de temps à avoir les résultats. Et en fait, il y a déjà un écart conséquent. Peut-être tu es meilleur en chiffres que moi, je suis toujours trop floue. En tout cas, je crois qu'il y a déjà un écart conséquent entre les deux qui est creusé par le score de la LFI. Alors, concrètement, entre le candidat héritier d'Anne Hidalgo, qui est enfin, je vais dire ça gentiment, hein, mais si vous êtes un pédophile à Paris, vous n'avez plus rien à craindre. Voilà. Oui, alors je ne sais pas, il se plaint d'avoir subi de la pédophilie, mais souvent... Oui, mais bon... Donc, ceux qui l'ont subi la font... Bah, après, je ne dis pas que c'est un pédophile, je n'en sais rien du tout. En tout cas, non, c'est simplement que... Là-dessus, je veux juste dire une chose, c'est que, bon... on en pense qu'on en pense. Pour moi, la pédophilie, c'est quelque chose de très grave. Et un article de la Constitution empêche de faire ce que je penserais normal pour ces personnes-là. Donc, j'irai pas plus loin parce que sinon, j'y risquerais de prononcer des termes qui porteraient atteinte à l'algorithme de la vidéo. Cependant, quand vous êtes quelqu'un qui dit « Oui, on s'est occupé de ce dossier, hein, j'étais responsable de ça. » Okay. 2 semaines plus tard, quand le scandale éclate, « Ah non, je m'en suis jamais occupé. » Oui, donc, grosso modo, tu étais au courant, tu n'as rien foutu, tu as laissé des gosses avec des pédos. Donc, surtout que c'est un véritable réseau à Paris, visiblement. Hein. Des réseaux qui sont infiltrés dans toutes les écoles. On parle de réseau, c'est quand même très, très grave. Alors, juste pour préciser un truc, hein, en droit pénal, le principe de faciliter la commission d'un délit ou d'un crime, ça s'appelle la complicité, d'accord ? Ouais. Alors, je sais que ça peut paraître un peu violent dans ma bouche, mais là, on parle de personnes qui violent des enfants, d'accord ? Et c'est pas quelque chose de normal. Donc, pour tous ceux qui ont voté pour ce type en ayant eu connaissance de ça, je vous laisse avec votre conscience. Et à Paris, ça s'est quand même terminé par ce type-là qui a fait 60% et Dati qui a fait 41%. Alors, elle s'est mangée un 60-40 tout en ayant chez Kirou qui s'est maintenu. Donc, grosso modo, ça fait du 70... ouais, enfin, vous voyez un peu le problème, quoi. Ça fait du 70-40 pour 70... oui, c'est ça, 60. Non, j'ai l'impression que 60-40. Attends, je vérifie rapidement. Pas possible, en fait, sinon tu dépasses les 100%. Le deuxième tour, ils ont fait municipal Paris. Il a fini à 45%, je crois, Grégoire. Non, il a fini à 50. Ouais. Et non, c'était... Enfin, attendez, je vous donne les chiffres exacts. Alors, juste, je les ai soulignés. Kirou a perdu des voix. Et Rachida a 41,5. De 50,5 et 41,5. Donc, il y a en gros 10 points d'écart entre eux. Et Chikiro a 7 à 8. Oui, donc, elle a souffert du vote utile. Mais bon, pour être honnête, je suis désolé, hein, mais... C'est 60-40 au final. C'est bien ça. À ce stade-là, vous regardez la sociologie parisienne, vous regardez tout ça, ok.
je comprends que c'est des populations, on n'en fera pas grand-chose électoralement parlant, et qui sont passifs depuis 25 ans. Je suis d'accord. Mais c'est là-dessus, je voulais arriver. Parce que oui, vas-y, termine. Mais là-dessus, encore une fois, je tiens quand même à préciser que on peut dire ce qu'on veut. Traditionnellement, les villes votent plus à gauche, même si à Paris, il y a 40% de gens qui se sont abstenus. Et moi, je vous donne ça par rapport à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand, quand la participation augmente pour la première fois depuis des années, la gauche a perdu. Voilà, c'est tout ce que je dis. Oui, ah oui, c'est vrai. Donc, ceux qui s'abstiennent sont plutôt de droite. En tout cas, les abstentionnistes qui sont allés voter dans cette commune en particulier, c'était des abstentionnistes de droite. Et on peut noter à propos des abstentionnistes qu'à Toulouse, ce sont eux qui ont fait basculer l'élection municipale. Parce que le maire sortant qui a été reconduit a bénéficié d'un apport de, je crois, environ 20 000 voix, et que le candidat PS soutenu par la France Insoumise a lui perdu 6 000 voix, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui sont sortis et qui sont allés voter. Alors sur le total de voix, hein, bien sûr, pas des autres candidats plus mineurs. Et quelque chose que je souhaitais quand même souligner, parce que c'est un très grand monsieur et que je suis très heureux qu'il ait été élu maire, voilà, c'est monsieur Serge Blanco, ancien rugbyman du 15 de France, qui, bon, il a eu des problèmes en affaires il y a quelques années, mais qui a réussi à remonter en selle et qui s'est fait élire dans sa ville de cœur. Alors, je dis ville de cœur parce que il est resté toute sa vie, il a joué uniquement dans ce club, et c'est quelqu'un qui, bon, pour tous ceux qui suivent un peu le rugby, quand on dit Serge Blanco, vous avez un petit frisson qui vous traverse le corps, donc je pense que là-dessus, merci monsieur Blanco. Voilà. Alors, je vais revenir à Paris quand même rapidement pour expliquer un tout petit peu le vote, puisque il y a quand même des personnes qui se demandent comment c'est. Alors, à Paris, oui, il y a un vote bobo de gauche classique, ça, on le connaît. Après, il y a un vote de droite. Alors, c'est vrai que ça se partage vraiment entre l'Ouest et l'Est. Le vote de droite, 16e, 17e, 8e, partie du 15e. Mais il faut savoir que pour le vote de droite, j'adore, parce que les bourgeois, ils vont souvent voter dans leur résidence secondaire. Ils sont contents de dire, non, mais moi, je pars voter dans ma résidence secondaire, c'est là que je vois, c'est local, c'est sympa. Sauf qu'après, ne te plains pas d'avoir la gauche à la mairie de Paris, parce que c'est quand même des voix de droite en moins pour la droite. Bon, ça, c'est un premier fait. Et le deuxième aussi fait, c'est qu'il y a 100 000 familles qui ont quitté Paris pendant les mandats d'Hidalgo, à force de pas de voiture, tout ce qui est classe moyenne est très peu favorisé parce qu'elle n'a pas accès aux logements sociaux et en même temps les loyers sont très très importants. Donc 100 000 familles qui sont parties, c'est autant quand même, je pense, de vote de droite. Comptez bien les chiffres, hein, parce que c'est très important. Sur une ville de 2 millions d'habitants, 100 000 déjà. Les bobos, je ne sais pas combien ils sont, je ne les ai pas comptés, c'est difficile à compter. Mais après, vous avez les locataires de logements sociaux. Le logement social, il y a 276 000 logements sociaux à Paris. Ça veut dire, en gros, 500 000 votants du logement social, parce qu'il y a couple, enfants majeurs. Bon, j'exagère peut-être un peu sur ce chiffre, mais il y a à peu près 500 000 allocataires, bénéficiaires de logements sociaux, et ces gens-là votent à gauche. Et donc, le logement social est quand même une activité préférée de la gauche, la gauche installée à la mairie de Paris depuis maintenant 14 ans, puisque c'est un achat de vote, de fait. Surtout qu'ils sont allés frapper aux portes pendant la campagne pour dire que si c'était Rachel Dati, ils allaient perdre leur logement. On a eu le droit à ce genre de propos. Donc, c'est pas la gauche gagne, mais avec les pires méthodes. Elle fout la classe moyenne dehors, elle achète des votes par le logement et par l'achat de confort, de personnes qui sont logées pour des sommes. Moi, j'entends des sommes entre 300 et 500 euros. Enfin, c'est quand même démentiel, quoi. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont accès au logement, qui ont accès à des appartements auxquels la classe moyenne n'a pas accès. Il y a quelque chose qui est très malsain dans ce système. Quand je veux dire, les loyers doivent être tout le monde, dans la meilleure des sociétés possibles, tout le monde devrait avoir un travail qui lui permet de se payer un loyer dans la ville dans laquelle il vit. Là, tout est absolument perverti. Et surtout, alors là, je vais vraiment être prise pour une droitarde terminale, qui est en disant que je pense que ce serait bien que passent en priorité les gens qui travaillent,
Et aussi en seconde priorité, ceux qui ont une ancienneté en France. Alors, pas forcément les Français absolument, mais ceux qui sont sur le territoire avec une carte de séjour depuis le plus longtemps. Je pense pas que ce soit... Je pense que c'est pas du tout comme ça que les choses sont... que les dossiers sont triés. Donc voilà, logement social. Vous avez une ville avec le logement social. 40% de logements sociaux à Paris. C'est juste démentiel, en fait. Hein. Donc, faut vraiment prendre en compte cette sociologie Surtout particulière. que quelque chose qui est dénoté, c'est que généralement, les logements sociaux sont conservés très souvent sur des périodes très très longues et que même parfois, on a un phénomène de transmission, en fait, entre les... Oui, en plus, oui. Voilà, Je alors, crois que la régie voulait aborder un point concernant les élections municipales. Oui, en effet. Alors, je vais faire un commentaire dans une perspective de total profane des élections municipales. Alors, moi, c'est ce que je pensais. Les résultats obtenus aux élections municipales, donc on a le cas typiquement de Nîmes où le vainqueur est un communiste qui a fait 40%. Les pourcentages ne sont pas représentés de manière proportionnelle. On n'est pas sur une élection proportionnelle avec 40% de score, 40% des sièges au conseil municipal qui va ensuite élire le maire. C'est comme ça, hein, on n'élit pas le maire, même si de fait, c'est ce qui se passe parce qu'on élit les têtes de liste. Mais dans je crois la totalité des communes en France, c'est la liste qui est arrivée en première qui obtient la majorité au conseil municipal. Donc voilà, quelle que soit la liste gagnante, qu'importe de combien elle gagne, elle aura la main sur le conseil municipal. C'est pas très démocratique, mais au moins on va dire que c'est fonctionnel, ça évite les blocages, mais ça ne fait que renforcer la France dans sa culture de non-coalition politique. Voilà, merci. Alors, je fais une petite rectification. 40% de logement social à Paris, c'est l'objectif de la mairie de Paris pour 2035. Je ne sais pas à combien on est là aujourd'hui. C'est un objectif, voilà. C'est un objectif ambitieux, selon Le Monde. Ce serait une ambition, ce serait ambitieux. C'est marrant, on a une définition d'ambition qui a beaucoup changé. L'ambition n'est pas forcément noble. Oui, voilà. Bonne. Oui, c'est vrai. Alors, je voulais juste aussi faire un petit insert sur Romans-sur-Isère, qui est de triste mémoire. Sur le vote à Romans-sur-Isère, dans lequel donc, Thomas, je me souviens plus de son nom de famille, a été assassiné lors d'une soirée à Crépol, qui doit être à côté. Et puis, alors, ce à quoi la gauche répond qu'il y a aussi le meurtre de Zakaria, sans dire quoi que ce soit sur le meurtre de ce jeune homme nommé Zakaria. Alors, sur le coup, comme on entend Zakaria, on s'imagine que c'est des groupuscules d'extrême droite qui défilent dans les villes au son des bottes, etc. Si on creuse un peu, on se rend compte que c'est des règlements de compte entre bandes et que Zakaria, il a très courageusement essayé de s'interposer entre deux bandes et que ça s'est mal terminé. Donc, on n'est pas sur des groupuscules néofascistes, a priori. Le vote est quand même très serré à Romans-sur-Isère suite à ça. Et alors, je parle de ça parce que ça, c'est ce dont on a le plus entendu, mais il faut aussi savoir que Romans-sur-Isère, c'était la ville de la chaussure. C'est une ville avec une industrie, qui avait une vie industrielle très, très forte, qu'aujourd'hui, tout ça est complètement laminé, que les magasins sont pour beaucoup fermés. Enfin, c'est vraiment une ville de déshérence industrielle avec une montée de l'islam. Voilà, c'est vraiment une caricature de ce que devient la France, ce que peut devenir la France dans ses extrêmes aujourd'hui dans des villes de province, c'est-à-dire plus d'industrie. Donc, pour que la gauche se maintienne, on fait venir des populations issues de l'immigration, fortement islamisées pour beaucoup, et voilà, donc plus de boulot et la mosquée à la place. Et malgré cela, il y a quand même un vote très serré qui a élu la maire sortante, qui s'est beaucoup exprimée, Toraval, qui s'est beaucoup exprimée au moment de l'affaire Crépol. Et je demandais à un ami qui a fait un reportage là récemment et je lui disais comment tu expliques ça. Donc je voulais juste ses réponses. Il me dit les mélenchonistes ont beaucoup travaillé le terrain de la monnaie, donc ça c'est le fameux quartier d'où étaient issus les meurtriers. Oui, voilà. Ils ont donc beaucoup travaillé le terrain de la monnaie contre le maire, et d'ailleurs je vois des articles sur le maire où il y a des commentaires qui disent il faudrait un Nelson Mandela dans les ghettos qui ont été créés par la maire. Voilà, le délire de on va lancer un débat sur l'Afrique du Sud en fin d'émission, ça va être beau là. Rien à voir, tout est
les esprits sont tellement confus. Bon, bref. Alors, Et elle n'a pas non plus l'humanité à droite, cette pauvre mère. Alors après, moi, je la connais pas. Je pense qu'elle a fait un travail courageux sur Crépol parce que elle était sur les antennes et elle s'est fait beaucoup insulter. Mais me répond-il, chez les gens dits normaux, on se comprend quand on dit ça, pour des raisons locales comme le manque de concertation, trop de travaux, fin du stationnement gratuit, elle n'est pas forcément si appréciée que ça, mais pour beaucoup, me dit-il, les gens ne sont pas politisés. C'est-à-dire que même dans une ville qui va si mal, les gens ne sont pas politisés, quoi. Et alors ça, je trouve que c'est là-dessus, alors c'est un des documents que j'avais envoyé à Flavie dans la semaine concernant la raison pourquoi les gens votaient. Alors, si vous voulez, c'est un sujet qu'on peut important, oui. Ouais. On pourra en parler la prochaine fois, mais pour vous expliquer, les gens, contrairement à ce que tous les gens peuvent vous balancer, les experts, en fait, ont fait des études sur les scientifiques. Les gens ne votent pas par intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, les gens votent pour avoir un effet de reconnaissance immédiat de groupe, une espèce de piédestal moral, et très souvent, en fait, c'est un vote purement de cosmétique pour se donner un bon air, ce qui fait que vous arrivez... Positionnement moral. Voilà. Ce qui fait que, concrètement, on a eu une discussion qui était très drôle, qui a terminé par une référence à un président argentin avec une tronçonneuse. Mais bon, je n'en dirai pas plus. Le secret des correspondances. C'est vrai que pour ceux qui admirent, qui respectent l'État, comme c'est mon cas, ça nous fait virer un peu anti-étatiste par moment. On se dit que ça peut bien se passer quand il y a De Gaulle, mais il faut vraiment qu'il y ait De Gaulle, quoi. Sinon, ça dégénère complètement dans l'état nounou et l'instrumentalisation électorale. Donc, comme De Gaulle, c'est une fois par siècle, c'est quand même un petit peu souvent dangereux. Et en effet, les Argentins ont eu le péronisme qui a complètement dégénéré. Ça se termine avec Milei et une tronçonneuse. Bon, voilà. Pour résumer un peu trop rapidement. Honnêtement, je l'avoue avec humilité. Moi, même si c'est Jean-Luc Mélenchon qui fait campagne avec une tronçonneuse, je serais foutu de voter pour lui. Parce que, honnêtement, cette scène avec Milei et sa tronçonneuse, ça vaut pas encore Trump avec le camion poubelle. Mais on s'en rapproche. Un peu plus, alors, juste avant de se diriger vers la conclusion, est-ce que toi, tu as regardé le débat? Parce que moi, j'ai regardé une demi-heure. Donc, j'ai juste trouvé que je découvrais cet Emmanuel Grégoire, que j'ai trouvé complètement fade à mourir. Alors, on en parlait tout à l'heure, je pense que quelqu'un, mais après, c'est purement une impression comme ça, je peux me tromper. C'est quelqu'un qui veut être un bon bosseur. Il m'a l'air moins antipathique qu'Anne Hidalgo, mais alors, il a l'air d'avoir aucune personnalité, aucune colonne vertébrale. Bon. Voilà, c'est tout ce que comme ça, spontanément, mais voilà, je peux me tromper. Et en tout cas, pendant la première demi-heure où je l'ai vu dans le débat, je me suis dit, mais c'est pas possible, on peut pas élire quelqu'un comme ça. C'était catastrophique, je trouve. Après, il y avait les deux, alors il était entre deux femmes, les deux maghrébines, c'était rigolo. De gauche, la maghrébine de droite, et le mec de gauche, l'homme, le classique de gauche, c'était un bon blanc. D'ailleurs, il y a peu de diversité au sein du PS, et même les filles, ça c'est encore un autre sujet. Mais bon, voilà, je ne sais pas si tu avais vu. On va faire référence à un ancien Premier ministre qui était un cadre du Parti Socialiste. Il y avait quelques whites, quelques blancos. Bon. Alors, on parlera honnêtement, j'ai pas regardé le débat municipal parce que, pour vous expliquer, moi, je suis habitué aux campagnes de petits bourgs de province. Et si vous trouvez que les campagnes en ville, c'est violent, dans un village de 200 habitants, quand il n'y a qu'une seule liste, on arrive quand même à se foutre sur la gueule. Donc les vaches n'ont pas le droit de voter. Non, mais ça compte quand même. Alors, comme on dirige vers la fin, on va juste évoquer la mort de Lionel Jospin, qui représente toute la gauche qu'on aime. On en parlera peut-être dans notre émission. Mais il est la quintessence de la gauche, qui n'en est pas une en réalité. C'est une synthèse. C'est une synthèse, voilà, comme on dit, exactement. Et puis rapidement, un petit mot sur le film Les rayons et les ombres, puisque une fois par mois, on parle quand même d'un film qui sort. Je pense que sur une fois par mois, on peut peut-être trouver un film intéressant. Alors, par contre, je vous demanderai avant de ne pas spoiler, comme disent les gens. Divulgacher en bon français. Divulgacher, parce que je compte aller le voir. Non, mais il n'y a pas de... Vous savez, c'est pas un film, c'est pas un thriller, c'est pas un film de suspense, c'est l'histoire de Jean Luchère. Oui, il n'y a pas d'énorme suspense, on sait à peu près ce qu'il est devenu et ce qui est arrivé de lui. Mais bon, je ne vais pas raconter plus que ça, de toute façon, j'en parle très brièvement.
il y a eu l'Armée des Ombres. Alors c'est marrant, il y a Ombre dans les deux titres. Il y a eu l'Armée des Ombres de Melville sur la Résistance, qui est pour moi le plus beau film sur la Résistance qui a pu être fait, qui date de 68, je crois. Et puis il y a Les Rayons et les Ombres, qui est un film sur la collaboration. C'est pas le premier film qui a été fait sur la collaboration. Il y a eu La Combe Lucien de Louis Malle, que je n'ai pas vu d'ailleurs et que maintenant je souhaiterais voir suite à celui-là. Alors, c'est très compliqué. C'était très casse-gueule à faire comme film parce que c'est joué par Jean Dujardin, qui est très sympathique comme ça, donc qui donne à Jean Luchaire quand même une sympathie que peut-être il n'avait pas dans la vraie vie. C'est concentré sur le rapport de cet homme-là avec sa fille, Corinne Luchaire, qui était une actrice de cinéma au début, fin des années 30, et qui, elle aussi, est tombée, comme son père, dans la collaboration. Mais on montre comment le glissement se fait comme ça, sans s'en rendre compte, parce que, en fait, alors, surtout, on montre que la collaboration que nos élites qualifient toujours à l'extrême droite, pour beaucoup est venue de la gauche pacifiste, puisque Jean Luchaire était un homme de gauche, pacifiste, très ami avec Otto Abetz, qui était aussi un pacifiste allemand, qui n'a pas été tout de suite ambassadeur, parce qu'au départ, c'est un pacifiste. Il est plutôt surveillé par les nazis, le nazisme montant, et finalement racheté par le nazisme, puisqu'il accepte de devenir ambassadeur du régime nazi en France. Donc lui, on le voit vraiment tourner, kazakh. Pour Luchaire, c'est plus compliqué, c'est un jouisseur, c'est un homme qui veut faire vivre son journal, donc il y tombe plus progressivement. Et on est sur la zone grise. Et en fait, c'est vrai que c'est toujours un peu gênant aujourd'hui, si on observe un peu l'être humain, on sait que les choses sont toujours beaucoup plus compliquées. Alors, il ne s'agit pas de leur réhabiliter, il s'agit de comprendre comment on passe d'un côté ou de l'autre. Et pour la plupart, dans la zone grise, les résistants ont été en nombre, évidemment, forcément, des minorités. Comme disait De Gaulle, j'avais avec moi que quelques poètes, quelques juifs et les pêcheurs de l'île de Saint. J'ai toujours trouvé que c'était magnifique, cette phrase. La résistance, c'était des marginaux. La plupart des gens se sont pas forcément collaborés, mais ont essayé de vivre tant bien que mal. Et ce que disait Giannoli, le réalisateur, qui est un très bon réalisateur aussi, qui parle beaucoup des zones grises, qui a toujours des personnages qui évoluent dans des zones grises, et il arrive toujours à faire des films qui sont très réussis parce qu'ils sont très casse-gueule. Donc c'est quand même un gageur de réussir des films sur des sujets comme ça. Il dit, on voit aujourd'hui que la dictature n'a pas besoin de gens qui ont des couteaux entre les dents, mais d'hommes et de femmes qui présentent bien. Ça me fait penser à quelqu'un comme ça, l'air de rien. Mais voilà, et on peut même dire des choses encore pires. Je veux dire, il y a sans doute eu des résistants antipathiques et des collabos sympathiques. Je rappelle aussi que Rachel, visiblement, est un très bon papa, d'après ce que dit sa fille. Donc, les personnages sont... Voilà, c'est sûr aussi la complexité de la nature humaine. Moi, je tiens surtout, parce que n'ayant pas vu le film, je peux simplement aborder par rapport à la réalité historique. Je peux comprendre, même si c'est assez dur à admettre, que des gens qui ont connu la Première Guerre mondiale, qui ont connu les crises des années 30 et qui ont surtout vu un monde s'effondrer, parce que la Première Guerre mondiale, on va dire que d'un point de vue de destruction matérielle, on ne saurait pas l'estimer, mais de mémoire, d'un point de vue de destruction humaine, on doit se situer en Europe. Là, je vais demander à la régie de confirmer. De perte. De mort, je crois que... On est en général sur une estimation d'environ 10 millions de morts. C'est pas plus ? C'est à peu près ça. Je vais regarder dans le détail. Oui, non, c'est que je croyais que c'était quelque chose comme 12... Enfin, bref. Non, on est sur cette quantité de pertes. Voilà. C'est-à-dire que, juste imaginez-vous, parce qu'aujourd'hui, dès que quelqu'un est tué, dès qu'on a un attentat, etc., on fait des valises de fleurs, des défilés, des marches, etc. Là, il faut quand même vous rendre compte que vous êtes face à des gens qui, en l'espace de 5 ans, ont vu être dessoudés à peu près 10 millions de personnes, ont après connu une récession économique, une révolution qui a fait tomber l'empire tsariste, qui a vu redessiner toute la carte de l'Europe, et qui, en plus de ça,
même pas 11 ans plus tard, se paye la plus grosse crise économique de l'histoire de la planète. Alors, je peux comprendre à cette époque qu'on soit pacifiste. Ce n'est pas le problème. Le problème étant, c'est que ces gens-là, selon moi, il y avait des vrais pacifistes convaincus, mais il y avait aussi d'autres personnes qui étaient prêtes à tout Bien sûr. pour ne plus revivre ça. Et ces personnes-là ont été les pires collabos. Vous prenez les gens qui étaient des disciples d'Astrid Briand, beaucoup d'entre eux vont tomber dans la collaboration la plus radicale. Et pour prendre un contre-exemple qui malheureusement, c'était Ferdinand Céline, c'était quelqu'un je vous dis, moi j'ai lu Le Voyage au bout de la nuit il n'y a pas si longtemps que ça, c'était brillant. On comprend très bien que la guerre l'a fait souffrir, qu'il a trouvé ça absurde, qu'il n'y avait plus aucune gloire dans la guerre, mais que c'était une campagne d'extermination industrielle. Cependant, Céline le dit bien, et c'est comme Charles Maurras, il ne voulait ni de la guerre civile, ni de la guerre avec l'Allemagne ou quiconque, parce qu'ils avaient été traumatisés et qu'ils ne voulaient pas de division et de nouveaux conflits. Donc encore une fois, oui, j'appelle pas à la guerre ou à quoi que ce soit, je dis simplement que mieux vaut une paix armée que des concessions jusqu'à la soumission. Voilà. Une paix armée. Qu'est-ce que tu appelles une paix armée? Oui, mais oui, en effet, mais sauf que là, c'était impossible, en l'occurrence. Voilà. Non, le pacifisme était un mouvement de fond, et ce qui a mené au retour de la guerre était tout de même un sacré concours de circonstances, même si les nazis avaient un environnement très favorable en Allemagne, mais la victoire finale politique en Allemagne des nazis, ou même l'arrivée à la guerre, hein. On rappelle qu'il y a eu l'Anschluss, il y a eu la crise des Sudètes qui a mené aux accords de Munich, plusieurs occasions où France et Royaume-Uni ont reculé face à Hitler. Alors certes, les deux pays n'étaient pas prêts à la guerre et voulaient éviter à tout prix une guerre, mais on voit bien où ça a fini. Mais bon, ils n'avaient pas de boule de cristal non plus, il faut le reconnaître. C'est pour ça. On pourrait aussi terminer sur ce qu'on a entendu pendant le début de la guerre en Ukraine. C'est l'esprit munichois. Hein. Alors, tout a été réinstrumentalisé. Bon, à l'époque, Chamberlain revient avec son petit accord et il est content. A priori, je pense qu'on peut accepter l'idée. Oui. Chamberlain est un cas particulier. Chamberlain était conscient. Il voulait éviter une guerre. Alors pour Daladier, je ne sais pas, mais pour Chamberlain, il voulait éviter une guerre, mais il était surtout conscient de l'état désastreux de l'armée britannique et il voulait gagner du temps à tout prix. Daladier, je ne sais pas. Mais pour le cas de Chamberlain, la postérité l'a un peu réhabilité sur ce point. Oui, c'était un moment difficile, mais dire que les accords de Munich sont les accords de la honte, c'est toujours assez facile aujourd'hui, surtout que c'est toujours dit par des personnes qui sont plutôt collaborationnistes, d'autres. Toujours resitué, vous avez une classe politique vieillissante qui est passive, vous avez des institutions qui ne tiennent pas, vous avez une armée qui est laissée limite à l'abandon. Pendant 10 ans, durant les années 30, vous avez un taux de croissance qui dépasse à peine les 1%. Donc honnêtement, à l'époque, ça peut se comprendre, mais je pense pas que vous ayez 90% de l'Assemblée nationale à l'époque qui se disait chouette, on va collaborer avec les Allemands. Non, c'est après, parce que vous êtes en face d'un phénomène, d'un élan, et il faut jouer avec. Et encore une fois, je suis désolé, mais dans cette histoire-là, je pense pas que ce soit pertinent de faire un parallèle entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé à l'époque. C'était juste de l'instrumentalisation et c'est extrêmement déplaisant. Parce que surtout, on table sur le fait que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont très incultes. Ne comprennent rien. C'est déjà compliqué quand on est un peu plus cultivé historiquement. Alors là, quand on l'est pas, on avale ce genre de phrases toutes faites et on n'en est toujours pas sorti sur la guerre en Ukraine. Eh bien, on n'en est pas sorti. Je pense que c'est sur ces mots qu'on va se quitter. Je vous remercie encore une fois d'avoir été présent. Je m'excuse pour les quelques problèmes techniques auxquels nous avons dû faire face. Je remercie encore une fois Flavie qui a fait un super travail au niveau de la section artistique parce que si elle n'était pas là, on ne parlerait ni de cinéma. C'est pas compliqué, c'est plutôt sympa. Je vous dis honnêtement, il y a des gens pour qui c'est compliqué d'aller au cinéma, même nerveusement. Mais je remercie aussi notre cher Noah qui nous a animé et fait la technique pour cette émission. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée
ou une bonne journée en On fonction vous du dit moment. au mois prochain. C'est un rendez-vous mensuel, fin de mois, pour faire le bilan On se sur la reverra le mois prochain, donc n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à mettre un petit commentaire pour le référencement et à vous abonner. C'était l'émission mensuelle. Mesdames et messieurs, au revoir. Mesdames et messieurs, bonsoir.